liberté. Il y a eu tellement d'informations qui ont circulé. Donc, une liberté provisoire. Et on était en fin de fête d'année, c'est allé dans tous les sens. Francs. Donc, comme on le dit à l'église, donc, la dernière fois, on a évoqué le cas des dockers ici, les dockers qui ont été gratifiés à la fin de l'année par une dotation assez ridicule. Et quand on a fait le live, il y a eu une réunion d'urgence au port autonome de Lomé dirigée par la directrice d'exploitation et ils ont stoppé la distribution, le reste de la distribution parce que vous savez, il y a 3000 dockers, 3000 dockers au port autonome de Lomé. Ils sont 3000, donc c'est carrément une petite ville. Donc, ils ont stoppé le reste de la distribution. Ils ont fait une réunion pour essayer un peu de remonter les bretelles au dockers, ceux qui sortent les informations. Et puis après, ils ont augmenté un peu la ration. Ils ont changé un peu le menu. La dernière fois, je ne sais pas ce qu'on a vu. On a vu quelques boîtes de tomates, une petite boîte d'huile et puis je ne sais pas quoi. Donc, ils ont changé le menu. Ils ont augmenté un peu. Et donc, ces dockers-là, ils ont tenu à me dire merci, au moins pour avoir permis qu'on augmente un peu leur ration. Et on avait dénoncé aussi, c'est pas un hangar au port autonome de Lomé qui était sur le point de s'effondrer sur les dockers. Et donc, ce hangar aussi a été rasé. C'est un magasin d'entreposage qui, voilà, dans cette zone-là, voilà les images. Il y avait un magasin d'entreposage là-bas qui était sur le point de s'effondrer sur les dockers. Nous avons fait un article sur notre site et la semaine qui a suivi, ils ont rasé le magasin et dégagé les lieux. Bon, ça fait plaisir de voir parfois des gens venir nous remercier quand on dénonce et qu'on essaie d'arranger un peu, un tant soit peu leur situation. Bon, ça c'est le travail de dénonciation. Et ici, des Togolais dans leur petit coin on leur trouve des solutions après que nous ayons dénoncé une situation dans laquelle ils vivent. On ne peut être que satisfait. Donc, moi, je tiens à dire bon courage à ces dockers-là. Ce sont des compatriotes, c'est des Togolais qui travaillent dans des conditions assez difficiles et qui sont payés au lance-pierre. Et à la fin, on leur tend quelques boîtes de tomates et de pilcha pour les remercier à la fin de l'année, ce qui est inadmissible. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous pour commencer. Ensuite, on va parler des prisonniers. On va parler des prisonniers politiques. La dernière fois, à coup de tintamarre et de, je ne sais pas comment il faut le dire, de castagnettes, de beaucoup de bruit, on a annoncé que Fort a gracié 1500 prisonniers sur l'ensemble du territoire. Et dans le lot des 1500, il y a quelques prisonniers d'opinion ou politique, des gens qui ont été arrêtés pour avoir manifesté dans les rues, donc le droit de manifester, les gens qui ont été arrêtés pour avoir donné leur opinion sur la gouvernance du pays, qui sont arrêtés et qui ont été accusés généralement d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État, de troubles aggravés, d'insurrection. Et donc ces gens, certains ont retrouvé la liberté. Il y a eu tellement d'informations qui ont circulé, donc une liberté provisoire. Et on était en fin de fête d'année, c'est allé dans tous les sens. Et mais il faut déjà savoir que ceux qui ont été libérés sont en tout au nombre de 114. La liste est longue. Je ne sais pas s'il faut vous la lire ici, en direct. Sur les 1500 personnes dans lesquelles il y avait des prisonniers de droit commun, des petits voleurs et tout ça, pour les prisonniers politiques,
Je prends par exemple les gens de Tigre Révolution, ils sont au moins 80. Les gens de Tigre Révolution, ils sont autour de 80. Les gens qui ont été arrêtés dans les histoires de Tigre Révolution, ils sont autour de 80. À peine 29 ont été libérés. 29 ont été libérés. Il y a ensuite ceux qui ont été libérés, ceux qui ont été arrêtés dans le cadre des manifestations qu'on a connues le 6 juin, après le 26, 27, 28. Je peux vous donner rapidement les noms de ceux qui ont retrouvé la liberté. Assoumanou Suleiman, Adam Mouniro, Mohamed Badara Foutou, Nabou Mouniro, Issaka Rabio, Chabori Foudou, Uro Agoro Awali, Uro Nyao Akibu, Uro Sama Abdul Ganiou, Alidou Alassani, Kerim Gafarou, Tagba Jafarou, Zakari Yao Abdel, Nambeya Meya, Amidou Idrissou, Traoré Fousseni, Sekou Kossi, Agokba Ezi, Djokoto Komla Victor, Uroguni Montela, Kongoyou Rufai, Chatakora Abdul Baki, Agrinya Rachid, Abevi Abdul Razak, Boukari Gawidou, Ati Razak, Djoumachi Yao, Padja Moutadiou, Sebabi Essor Babadaro, Ouattara Abdel Fadel, Lito Aniou Akoué, Rouya Steve Didier, Zodi Yao Mario, Avognon Yao, Mpati Elom, Eloi, Komla Nukunu, Djokwe Mensan, Daglo Agbodo Despoints, Ayebemi Asogba, Ataglo Kodjo, Djoubessi Afiwa Dora, Adjakoto Kossi Yves, Dakpo Komlan, Djokoto Kodjo, Aziako Koku Alfred, Timalagu Ntietega, Misole Komi Obstacle, Amegandje Komi Vi, Amegbenyon Kodjo, Amevo Komi Blaise, Toko Kofi, Salah Ekwe, Sativi Folie, Cloti Kossi, Kolegin Kofivi, Amati Ayao Dodi, Tenge Kossi, Azi Godfrey Messan, Abdou Zoukanini, Atiso Yao Abdel, Kataka Komendega, Ketaouli Kofi Wanoué, Apevon Akouchimen, Agagnon Komla Osei, Agbleze Kodjo Armand, Aziakou Komi Blaise, Kouonou Kodjo David, Katanga Amavi, Takama Sadat, Agim Ali Bidenewe, Chamie Wiao, Bill Komi Maurice, Drouan Ablam, Koumaï Bikoni Bio. Voilà. Donc, ce sont les 74 personnes qui ont été relâchées, qui ont bénéficié d'une liberté provisoire dans le cadre des manifestations politiques et dont les gens de Tigre Révolution. Et parmi les gens de Tigre Révolution, ils sont 84 pour être précis. À peine 29 ont été libérés. À peine 29 ont été libérés. Même parmi d'autres manifestants, il y a encore les gens qui sont en prison. Ensuite, il y a Jean-Paul Omolo qui n'a pas été libéré. Il y a Pacha Nyasingbe qui n'a pas été libéré, contrairement à ce qui a été dit. Il y a de cela un mois, il y avait des tractations avec Pacha Nyasingbe. Je pense qu'ils étaient en train de discuter pour lui imposer, je ne sais pas, des conditions à sa sortie. Il n'y a pas longtemps, il a reçu la visite du procureur militaire. Mais Pacha Nyasingbe n'est pas libéré à l'heure où je vous parle. Peut-être la semaine prochaine, je n'en sais rien. Mais toujours est-il que Jean-Paul Omolo n'est pas libéré, Pacha Nyasingbe n'est pas libéré, Madame Nyakade, elle n'est pas libérée. D'ailleurs, on s'apprête à l'écouter au fond de son dossier. Donc, le juge d'instruction va ouvrir le dossier au fond, certainement les jours à venir. Il y a le fils de Madame Nyakade qui s'appelle Jonathan qui a été aussi inculpé et qui a subi la dernière fois un examen psychiatrique pour s'assurer qu'il est apte à subir un procès pénal. Ça veut dire que
ils sont pas prêts de les relâcher. Et ensuite, il y a d'autres personnes qui ont été arrêtées. Il y a le jeune humoriste qui a tenté, qu'on appelle communément Tayo, qui est sur les réseaux sociaux, qui fait de la comédie, qui essaye de dénoncer à sa manière la malgouvernance, tout ce qui ne va pas dans sa localité, un peu partout au Togo. C'est des gens, c'est quelqu'un que vous allez voir souvent sur TikTok qui est dans son village à Kanté là-bas, dans des conditions assez difficiles. Il fait des petites vidéos pour dénoncer le manque d'eau, la mauvaise gestion et tout, dans l'humour. Comme le dit le poète, corriger les mœurs en rien, Cassigare Ritendo Mores. Donc, c'est pas quelqu'un qui est dangereux, qui en veut à personne, c'est pas quelqu'un qui, je sais pas, qui menace qui que ce soit. Donc, lui, il fait sa petite comédie pour dénoncer ce qui ne va pas. Il a été kidnappé. On ne sait pas encore où il est. Certainement qu'il est à Kara. Et donc, voilà comment les choses se passent au Togo. Et j'ai trouvé tellement indécent que des gens aient multiplié des lives pour se réjouir que Fora libérer les prisonniers. On n'a pas à se réjouir parce que il y a un bourreau qui libère ses victimes. Les Togolais sont tellement malades. Les Togolais sont tellement, je ne sais pas comment dire, sont tellement adeptes du syndrome de Stockholm. Ils sont tellement sadomasochistes qu'ils se réjouissent de ceux qui leur font du mal. Tous ceux qu'on a cités là, ils ont fait quoi pour avoir passé peut-être certains 10 ans en prison, d'autres 6 ans en prison, certains 8 ans en prison. Mais c'est des gens qu'on a jetés en prison, à qui on a collé des infractions imaginaires. Ces gens-là, on a détruit leur vie. Ceux qui ont passé 6 ans, 7 ans, 8 ans en prison, normalement, à leur sortie, ils doivent même porter plainte contre l'État. Et vous imaginez que les infractions qu'on colle à ces gens-là, atteinte à la sécurité intérieure de l'État, troubles aggravés à l'ordre public, c'est des infractions qu'on peut effacer comme ça par une grâce. Ce sont des faits extrêmement graves qu'on ne peut pas effacer du jour au lendemain par une liberté provisoire. Si tant est que ces faits-là sont fondés, ils libèrent ces gens parce qu'ils savent que les faits ne sont pas fondés. C'est des innocents qu'on est parti garder en prison comme ça. Donc, on n'a pas à se réjouir que Faure a libéré des otages qu'il a pris. Que Faure a libéré des otages qu'il a pris. Ces gens n'avaient pas à être là-bas. Si, par exemple, Grace Koumaï, elle a exercé son droit à l'expression, elle a dénoncé la mauvaise gouvernance, ça vaut la prison dans la loi au Togo. Si on suppose qu'il y a un Togolais qui a donné un avis sur la gouvernance de Faure Gnassingbé, ça vaut la prison. Donc, on jette les innocents en prison pour faire peur aux autres et on les libère et puis nous on l'applaudit, on se réjouit, on dit on remercie Faure Gnassingbé. Mais c'est incroyable ce qui nous arrive. Nous avons tellement une admiration pour nos bourreaux qu'au moindre geste, on se réjouit, on embrasse le bourreau, on est content, on dit oui, il a posé un acte, il faut l'applaudir. Ces gens-là, ils méritaient d'être en prison. Omolou qui fait 4 ans ou 5 ans en prison, vous imaginez ce qui est détruit dans sa vie? Et que demain, si on le relâche, on va commencer par féliciter Faure Gnassingbé parce qu'il a relâché Omolou. Mais c'est quand même incroyable ce qui nous arrive au Togo. C'est surréaliste ce que moi je vois que les Togolais sont en train de faire. Franchement. Les gars n'avaient pas à être en prison. Il prend les otages, il prend des gens comme des otages et il les libère à compte-gouttes. Vous savez pourquoi il ne libère pas les autres? Et il va garder certains, vous savez pourquoi? Parce que pour le dictateur, la prison est une arme de dissuasion. La prison est une arme de dissuasion pour le dictateur. Il faut qu'il agite tout le temps le chiffon de la prison pour décourager ceux qui veulent contester son pouvoir. Donc, en gardant d'autres personnes en prison, il essaie de dire, si vous continuez, voilà le bâton avec lequel je vais vous frapper. Donc, il ne va pas libérer tout le monde tout de suite, parce que s'il libère tout le monde tout de suite, on va dire, ah, voilà, même s'il a la pression, même s'il est sous pression, mais la prison pour le dictateur, c'est une arme de dissuasion. C'est une arme pour briser toute mobilisation contre lui.
Tout comme les gens ont leur arme de nucléaire. Pour un dictateur, la prison est une arme de dissuasion. Donc, il ne va pas libérer tout le monde. Il va libérer certains, il va garder encore d'autres pour essayer de jouer sur la conscience de ceux qui veulent se mobiliser contre son pouvoir. Donc, nous n'avons pas à nous réjouir de ce qu'il est en train de faire. Surtout qu'il dit qu'il leur donne la liberté provisoire. Sachant que quand il leur donne la liberté provisoire, avec les conditionnalités du doyen des juges, c'est pour les empêcher de s'engager à nouveau. C'est pour empêcher ceux qui sortent de se mobiliser à nouveau contre le régime. Sachant que ces gens-là n'ont pratiquement rien fait. Mais c'est des vies qui sont brisées. La dame de Bafilo, là, Leila, elle a fait quoi? 6 ans en prison. Elle avait un enfant de bas âge quand elle est en prison. Dans un pays normal, elle se retourne contre l'État, elle porte plainte. C'est une prise d'otage. Donc, on n'a pas à se réjouir que le preneur d'otages a relâché ses otages. En tout cas, c'est ce Togo-là, on a vraiment de... oui, mais il va arrêter encore d'autres personnes. Tant que les gens vont critiquer son pouvoir, il va arrêter encore d'autres personnes. Parce que pour lui, la prison, c'est une arme de dissuasion. C'est l'arme qu'il dispose pour faire peur aux gens, pour terroriser les gens, pour empêcher les gens de s'engager contre son pouvoir. Tout dictateur utilise la prison pour ça. Aujourd'hui, il n'est pas prêt de libérer son frère parce qu'il ne sait pas ce que son frère pense. Si son frère sort, est-ce qu'il va se venger? Je serai à la place de Kwasi Gnassingbé, que je n'accepterai aucune condition. Ça fait 17 ans que je suis en prison. Il reste 3 ans. J'attends les 3 ans. Si Dieu me donne la vie, je ressors tranquillement. C'est ça la réalité. Donc, nous n'avons pas remercié Faure Gnassingbé d'avoir libéré des gens qu'il a pris innocemment et qu'il a jetés en prison. Quelqu'un comme Togo VPC vous a parlé de son frère. Il n'y a pas de délit de parenté. Son frère, ils sont allés à la maison le kidnapper et ils l'ont jeté en prison, alors que son frère ne participait à aucune manifestation. Rien du tout. Ils l'ont jeté en prison, ils ont cassé les choses dans la maison. Et vous voulez que, quand on libère ce frère-là, on va aller venir applaudir le dictateur, remercier fort? Mais non. L'humoriste qu'ils ont pris à Kanté, là, le gars qui s'appelle Kayo, là, il a fait quoi? Déjà, même si on vous liste les infractions, ce qui est reproché à ces gens qui sont libérés là, ça ne mérite pas une liberté. Si tant est que ces gens-là ont commis les actes que le procureur les a collés, atteinte à la sûreté intérieure de l'État, vous imaginez ce que c'est? C'est un crime. Trouble à l'ordre public ou trouble aggravé, je ne sais pas quoi. On ne peut pas se lever du jour au lendemain, coller ces infractions à ces gens-là, et puis les libérer comme ça, comme si de rien n'était. Ça veut dire que c'était des infractions imaginaires, pour les faire taire, pour briser leur engagement, et pour faire peur à ceux qui sont dehors. Les prisonniers politiques, le jour où les prisonniers politiques, l'affaire des prisonniers politiques va s'arrêter, c'est le jour où le régime tombe. Et qu'on mettra au Togo un régime qui est respectueux des droits de l'homme. Tant que le dictateur est là, il va amener les gens en prison. Tant qu'il est là, il va encore attraper d'autres personnes et les amener en prison. Mais le jour qu'on arrête ça, c'est le jour où le régime tombe. Et qu'on se bat pour mettre en place un système qui évite qu'on amène des délits d'opinion des gens qui sont en prison. C'est tout. Mais tant qu'il est là, il enverra des gens en prison. Pour une raison ou pour une autre. C'est un régime humanicide. C'est un régime totalement humanicide. Avant de revenir au Togo, on va aller un peu dans l'actualité internationale. Je vais placer quelques mots là, dans l'actualité internationale. Avant de revenir au Togo, on a vu ce qui s'est passé ces derniers jours au Venezuela. Et on a vu comment
et les Américains ont mis leur menace à exécution et comment ils sont partis arrêter le président vénézuélien et l'ont ramené aux États-Unis, pieds mains liés. Et comment est-ce que Trump, dans sa sortie, a dit clairement que il y allait là-bas, c'est pour le pétrole. Alors, lorsqu'il y a un an jour pour jour, quand Trump prenait le pouvoir, parce que c'était le 4 janvier, si je me rappelle, ça fait un an qu'il est au pouvoir, lors de la campagne électorale, il y a eu plusieurs Africains qui disaient oui, Trump est le meilleur, c'est lui, il faut, parce que lui, il va rétablir la paix dans le monde, il va faire ci, il va faire ça, et tout. Beaucoup de gens, par naïveté, on dit oui, c'était lui le meilleur. Et depuis qu'il est arrivé, non seulement sur les questions des visas, c'est problématique. Je rappelle que les États-Unis vont sortir une prescription pour le Togo, pour les visas, les jours à venir, peut-être à partir de la semaine prochaine. Ils vont sortir les nouvelles directives pour les visas pour le Togo, pour les citoyens togolais qui veulent se rendre aux États-Unis, en rapport avec les derniers événements, avec la dernière décision qui a été prise par le département d'État. Donc, d'ici la semaine prochaine, peut-être les jours qui viennent, ils vont publier des nouvelles directives pour l'obtention des visas pour les Togolais. Je pense qu'ils l'ont déjà fait pour le Burkina. Ils vont le faire pour les Togolais bientôt. Et donc, tout le monde s'est réjoui et tout ça. Et depuis hier, moi, je regarde un peu sur la toile. Je vois que ceux qui ont salué l'arrivée de Trump ont commencé par l'insulter, en commençant par le fameux professeur Nyamsi. C'est lui qui a fait des tonnes et des tonnes de vidéos pour féliciter l'élection de Trump, le féliciter et tout. Aujourd'hui, il dit le contraire, ça c'est son habitude. Et il y a d'autres personnes aussi qui commencent par se poser des questions. Est-ce que on peut compter sur nos amis russes? On peut se faire ci, on peut faire ça, on peut faire ci, tout ça. Par rapport aux événements au Venezuela, la première, moi j'ai une série de questions à poser, peut-être les gens vont trouver des réponses. Première question. Les Africains américains, les Africains qui ont la nationalité américaine, qui disent qu'ils luttent contre l'impérialisme, là, on ne vous entend pas. Les Africains activistes qui ont la nationalité américaine, qui disent qu'ils luttent contre l'impérialisme, parce que ce que Trump fait au Venezuela, c'est l'impérialisme. Et il ne le cache pas, il est assez honnête, il dit je vais là-bas pour le pétrole. Il ne le cache pas, il dit je vais là-bas pour prendre le pétrole qu'on nous a volé, je vais aller chercher le pétrole. Alors, les activistes, vous êtes où? L'impérialisme, c'est ça aussi, non? Ce qui se passe là-bas aux États-Unis, c'est l'impérialisme. Aller prendre les richesses d'un pays souverain, c'est de l'impérialisme. On attend vos vidéos pour dénoncer Trump, l'insulter. Il n'y a que Franklin Nyamsi qui a réagi. Hein. Les autres là, ils sont perdus. Encore que Franklin Nyamsi, lui, il n'a pas la nationalité américaine, il ne vit pas sur le territoire américain. Ceux qui sont américains, africains-américains là, qui criaient, vous êtes où? Trump est allé bombarder un pays souverain. Et il dit clairement que je vais là-bas pour prendre le pétrole. On vous attend, les gars. Sortez sur vos chevaux, dénoncez l'impérialiste Trump. Vous allez vous retrouver dans les 24 heures dans vos pays d'origine. Et vous allez comprendre que c'est pas comme ça qu'on lutte. Première question. Deuxième question. Vous avez vu les armes que le Venezuela a? Les armes que le Venezuela a. Aucun pays africain n'a ces armes-là. Les armes que le Venezuela dispose, aucun pays africain, même si on prend le Nigeria, le Ghana, la Côte d'Ivoire rassemblés, ils n'ont même pas un tiers de ces armes-là. Les armes que le Venezuela a. Ça n'a pas empêché qu'en 2 heures de temps, on neutralise tout ça, qu'on aille les chercher. On aille chercher le président dans son bunker. Ça, c'est le deuxième élément. Troisième élément. Le parapluie Poutine. Il n'y a que les Africains qui aiment les dirigeants spectacles, les dirigeants qui aiment le théâtre. Quand on nous montre Poutine,
il sort, on ouvre les deux grandes portes là, il sort et les soldats marchent, ils soulèvent les pieds comme les pieds veulent toucher le plafond là. On dit, oui, Poutine, c'est le dieu de la terre. Bachar al-Assad, Faïko. Iran, Faïko. Maintenant, Maduro, Faïko. Vous comprenez quelque chose? Vous comprenez quelque chose? Ça, je le dis, et je le dis par rapport à Faure Gnassingbé. Parce que celui qui dit à Faure Gnassingbé, ah, va serrer la main de Poutine, et puis après, les autres auront peur de toi. La Russie a déjà sauvé quel pays, défendu quel pays? Bien que ce que Donald Trump fait est condamnable. Moi, je suis pas un adepte de Donald Trump. Je suis d'ailleurs même très remonté contre ce qu'il fait. Mais nous sommes, nous les Africains, dans l'émotion. On aime la politique spectacle. Oui, Poutine, 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 Poutine. Poutine même est sorti la dernière fois pleurer que les Ukrainiens ont visé sa maison. Larov, le gars de Poutine, là, il est sorti la dernière fois pour dire que les Ukrainiens ont visé sa maison. C'est les Américains qui sont venus dire que c'est faux ce qu'il raconte. Si les gars de Poutine même sont venus pleurer sur la toile que les Ukrainiens ont visé la résidence de Poutine, ça veut dire que Poutine lui-même n'est pas en sécurité. Et vous partez vous mettre sous lui. Et quand vous avez chaud, il ne vient pas vous voir. Le Venezuela a les 20% du pétrole au monde. Ça veut dire que les enjeux qui sont là-bas sont énormes. 20% des réserves du pétrole au monde. Et le Venezuela est l'allié de Poutine et de la Chine. Ils n'ont pas bougé. Ce n'est pas vos petits puits de pétrole ou vos petits pépites d'or en Afrique. Ce n'est pas pour ça que les Russes vont se sacrifier pour vous. Le Venezuela, je répète, a les 20% de la réserve mondiale de pétrole. Ils sont alliés à la Chine et à la Russie. Mais les États-Unis sont intervenus en 2-3 heures de temps. Rien ne s'est passé. Ce n'est pas pour vos petits puits de pétrole en Afrique de l'Ouest ou vos petits pépites d'or là que la Russie va venir mourir pour vous. Tout ce dont on a besoin dans nos pays, c'est des dirigeants responsables. Ce n'est pas des dirigeants, quand ils sont dénoncés par leur peuple, ils vont aller signer des accords avec d'autres dirigeants dans le monde pour se mettre sous la protection. Faure est parti se mettre sous la protection de Poutine, sous le parapluie de Poutine. Mais c'est un parapluie qui est troué. Il a cru qu'en allant serrer la main de Poutine, voilà, maintenant, voilà, rien ne va lui arriver. C'est un parapluie qui est troué. Il faut aller prendre l'uranium du Niger, il faut vendre fort. Et tu vas voir ce qui va t'arriver. Il faut aller prendre l'uranium du Niger et tu vends. Il faut acter l'utilisation du port de Lomé à la Russie. Tu vas voir. Moi, c'est les seules choses que moi, j'ai à dire sur cette affaire-là. Après, les Américains, ils appliquent, comme beaucoup de gens l'ont rappelé, la doctrine de Monroe, James Monroe, 1823. Mais ils appliquent aussi la théorie de Morgenthau. Je vous l'ai expliqué plusieurs fois. Morgenthau, qui était le secrétaire au Trésor de 1935 à 1945, qui était un très grand idéologue des relations internationales, qui a décrit ce que devaient être les relations internationales. C'est aussi le plus grand partisan du démantèlement de l'Allemagne en 1944. Après la Deuxième Guerre mondiale, c'est Morgenthau qui a rédigé pour Roosevelt le plan pour le démantèlement de l'Allemagne, l'occupation de l'Allemagne et son démantèlement total. Le démantèlement de l'industrie d'armement, le démantèlement de tout le complexe industriel allemand, le partage du territoire allemand entre la Pologne, la France et un peu les pays voisins. C'est Morgenthau, Hans Morgenthau, qui a développé cette théorie-là, qui a rédigé ce plan-là, tout comme genre le plan Marshall. Mais pour lui, il fallait démanteler toute l'Allemagne, émietter le pays, saucissonner le pays. Et c'était quelqu'un qui était très influent et qui est toujours, dont les idées sont encore très influentes. Sauf qu'il applique les deux. La théorie de James Monroe, à savoir que tous les pays qui sont dans notre sphère sont notre arrière-cour, c'est notre arrière-cour, on peut intervenir quand on veut, personne n'a le droit de se mêler. Si un pays veut aller louer une alliance qui menace notre stabilité, on intervient, il n'y aura rien. James Monroe. Et puis après, maintenant, vous avez, il ajoute Morgenthau.
prendre le Groenland, faire ci, faire ça. Tant qu'ils ont la force, ils n'ont peur de personne. C'est pour nous dire que les relations internationales, la réalité des relations internationales, c'est pas ce que nous sommes là à faire sur TikTok tous les jours. C'est pas ce que nous sommes là à faire sur Facebook tous les jours, avec les experts à 2 balles qui viennent dire oui, voilà, on va faire ci, on va faire ça. C'est rien de tout ça. S'ils veulent agir, ils vont agir. Donc, les tontons qui disent ouais, Poutine a Satan 2, Satan 3, Jésus 2, Jésus 3. Poutine, c'est un faux cul. Poutine, c'est un faux cul. C'est un faux cul. C'est un faux cul. La seule chose qu'il sait faire, c'est de sortir de son palais avec les soldats qui marchent. On ouvre les 2 grandes portes là, ils marchent. On dit, ah, Poutine. C'est les Africains où ça impressionne. Que Poutine. Mais l'Afrique a tort et nous impressionné. Les Africains ont moins impressionné. Mais Poutine, les gens, les questions, les gouttes de venin, le coca folé, yaya, mais c'est où il y a un top plafond, néné. Les autres que les infos. C'est les Africains que ça impressionne. Les gars, ils sont allés là-bas, ils ont fait le boulot en 2 heures de temps. Ils sont revenus. 0 mort. Moi, ma question, ce sont mes questions. À part ça, je n'ai plus rien à dire. C'est intéressant parce que ça nous amène à nous prononcer. Pourquoi c'est intéressant? C'est intéressant parce que des gens comme Ford vont chez Poutine. Donc, c'est intéressant. Et tout le monde sait que Trump va là-bas, c'est pas pour la drogue. Même si on met la drogue devant, c'est pour le pétrole. Il le dit. Il dit, je vais là-bas, c'est pour le pétrole. Je vais aller prendre le pétrole. Parce que mon pays en a besoin. Parce qu'on nous a volé le pétrole. Il le dit, il n'est pas hypocrite. Il dit, je vais là-bas pour prendre le pétrole. Il n'y a pas de sous-entendu. Il n'y a pas de langue de bois. Il dit, il parle, il dit, je vais là-bas pour le pétrole. Et Marco Bio dit, ceux qui sont des chefs d'État qui font les petits jeux là, c'est ce qu'il a dit, vous faites les petits jeux, on vous voit. Ce n'est pas qu'on ne vous voit pas, on vous voit. Si vous dépassez les limites, on vous frappe. C'est ce qu'il a dit. Que les chefs d'État qui font les petits jeux là, que eux les voient. Ils les voient. Que si on veut frapper, on vous frappe. Vous pensez que la Chine, aujourd'hui, elle va rentrer en guerre contre les États-Unis alors que c'est le premier marché pour la Chine? Est-ce que vous avez quand même les statistiques du commerce mondial pour comprendre les jeux entre les États? Vous pensez aujourd'hui que la Chine, même si on dit qu'elle a une puissance, elle n'a pas encore atteint le niveau de feu des États-Unis, va rentrer en conflit avec les États-Unis, qui est leur premier marché. Et c'est la Chine qui tient la dette des États-Unis. Vous pensez à ça? Ils vont sacrifier un obscur pays en Afrique pour rentrer en guerre avec les États-Unis. Vous pensez à ça? Continuez d'être sur les nuages. Continuez d'être sur les nuages. Voilà ce que j'ai à dire sur le Venezuela. Le reste, ils gèrent ce qu'ils veulent. Hein. C'est leur pays, c'est leurs amis, ils font ce qu'ils veulent. Mais il faut que les Africains tirent la leçon de tout ça. Alors, quand je finis de dire ça, on va revenir sur l'actualité au Togo. Faure a reçu les vœux des forces vives de la nation et on n'a pas vu le président. Oui, quelqu'un me dit, oui, même ce matin, je me suis réveillé, j'ai fait un peu le tour de la toile. Ceux qui nous présentaient Poutine dans certains pays comme leur sauveur, ils ont commencé par changer de langage. J'ai même vu un qui a dit, oui, si la Chine et la Russie n'ont pas réagi, lui, il en est tellement déçu. Alors que c'est une page de ces pays-là. Le gars écrit tous les jours, Poutine, notre Dieu. Ils ont commencé par changer de langage parce qu'ils se rendent compte que la réalité, ce n'est pas sur TikTok, ce n'est pas sur Facebook où on publie 1000 posts par jour pour raconter des conneries. D'ailleurs, Facebook, là, c'est vous qui avez écrit ça.
Facebook sur lequel vous insultez là, c'est vous qui avez créé ça. TikTok à la limite, c'est les Chinois. Facebook, c'est vous qui avez créé ça. C'est vous qui avez créé ça. Donc, voilà. Continue. Donc, Ford a reçu les vœux des forces vives. Depuis, on n'a pas vu le président. Sans envie de t'avoir. Ils ont rattaché les prérogatives de grâce présidentielle au PC, au PCM, mais ils appellent ça encore grâce présidentielle. Normalement, on devait appeler ça grâce PCM ou quelque chose comme ça, puisque Ford n'est pas président. Mais ils ont rattaché les prérogatives à Faure Gnassingbé. Après, le président, dans les régimes parlementaires, c'est le président qui fait un discours pour se prononcer. Le président, il est porté disparu. Personne ne le voit, sauf quelques images qu'on nous balance, il reçoit des invités. Et la dernière fois, quand Ford devait recevoir les gens au palais de la Marina, donc au palais de bord de mer, les gens ont été toujours humiliés. Il y a des gens qui sont allés là-bas, on leur a retiré tout, on les a exposés au soleil pendant des minutes. Les gens qui sont d'un certain âge, les sénateurs, on a retiré tout. Ford n'a pas seulement bloqué les rues depuis le rond-point du port jusqu'à Kodjeviakopé, mais les gens qui sont venus pour le saluer, lui qui parle de paix, lui qui parle, je vais décortiquer son discours tout à l'heure, lui qui parle de ci, de ça, de ça. On a retiré, jusqu'à retirer les mouchoirs. Ils ont retiré les sacs, les porte-monnaies, les téléphones portables, même les mouchoirs. Les femmes qui avaient les make-up là, les make-up ont commencé par défigurer leur visage parce qu'ils étaient exposés au soleil. Oh, hokaka hok papier mouchoir. Et le passage, c'est 10 secondes. Sauf ces femmes. Le passage pour saluer Ford et prendre la photo, c'est 10 secondes. Sauf ces femmes. Puisque vous allez voir qu'avec ces femmes, il y avait beaucoup plus de temps. Voilà. Allez regarder un peu les images pour ceux qui étudient un peu la sémiologie et tout ça. Regardez un peu les images. Avec ces femmes, au moins ça prend au moins 1 minute, un peu moins pour certaines, mais pour tous les autres là, c'est 10 secondes. Donc, vous êtes député, vous êtes ministre, tout a été retiré. Est-ce qu'on peut vivre dans la paranoïa comme ça, dans son propre pays? Dans la paranoïa. Même papier mouchoir, ils ont retiré. Même papier mouchoir, ils ont retiré. Portable, sac à main, portefeuille, papier mouchoir, ils ont retiré tout. Et c'est cette humiliation-là, comme ils l'avaient déjà fait à l'Assemblée nationale, où ils ont poussé tout le monde à aller garer les véhicules au centre islamique. C'est la même chose qu'ils ont fait au palais de la Marina. Mais c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce qu'il y a certains Togolais qui ont fait le choix d'être les esclaves de Gnassingbé à vie. Il y a certains Togolais qui ont fait le choix d'être des esclaves éternels de Gnassingbé. Père comme fils et bientôt petit-fils. Il y a certains Togolais qui n'ont pas de dignité, qui n'ont pas de principe, qui ont fait le choix d'être des esclaves à vie des Gnassingbé. Pour eux, c'est les Gnassingbé qui ont créé même le monde. Eux, ils en sont leurs serviteurs et ils en sont très fiers. Donc, quand on les soumet comme ça à cette humiliation, ils sont contents. C'est ça la réalité. Et donc, j'ai pas vu lors de la présentation des vœux, tous les petits qui sont sur la toile, qui nous insultent, eux n'ont pas été programmés, je ne les ai pas vus. Ou bien leur patron ne connaît pas leur existence. Je ne les ai pas vus. C'était la seule occasion qu'on pouvait les voir saluer le bon Dieu qu'ils sont en train d'aduler. Mais on ne les a pas vus. Je suis sûr que s'ils y étaient allés, on aurait déjà vu les photos un peu partout sur la toile. On ne les a pas vus.
On n'a pas vu ces gens-là. Maintenant, on va décortiquer le discours de Faure Gnassingbé. En 2 ou 3 mots rapidement. J'ai fait quelques séquences qu'on va décortiquer tout à l'heure. Technique. La balle est dans votre camp. Mes chers compatriotes, je veux vous parler de cette nouvelle République et de ce qu'elle change concrètement dans notre vie. Ce changement n'est pas un jeu d'écriture. Ce n'est pas une affaire réservée aux juristes ou aux responsables politiques. Il concerne directement votre vie de tous les jours et la manière dont les décisions sont prises en votre nom. Je veux saluer le travail de vos élus, les élus du peuple. L'Assemblée nationale et le Sénat ont conduit cette réforme dans la paix, la dignité et le respect du cadre républicain. Ce choix n'a pas été imposé. Il a été voté, assumé, porté par vos représentants. Je suis conscient que certains auraient souhaité un débat public plus large. Je comprends ces attentes. Mais ce que je retiens, c'est que cette réforme a été menée dans un climat institutionnel apaisé, avec pour seule boussole l'intérêt national. C'est une réussite en soi d'avoir conduit ce changement sans rupture. Dans une république, il y a des choses qui doivent rester stables. La continuité de l'État et des institutions est essentielle pour la paix, pour la confiance. C'est pour cela que je suis resté à la tête de l'exécutif. Mais ma fonction a changé. Le centre de gravité de notre vie politique a changé. Désormais, la politique de la nation se décide d'abord au Parlement. Le gouvernement est responsable devant vos élus. Quant au Sénat, il porte la voix des territoires. Les régions et les communes. Alors, pourquoi Faure se sent obligé, à chaque fois qu'il prend la parole, de justifier le passage dans la Ve République, comme si il se reproche quelque chose? Pourquoi à chaque fois qu'il prend la parole, il essaie de justifier pourquoi ils ont fait, ils ont changé la Constitution? Pourquoi? Et combien de fois il va le dire? Comme s'il se reprochait quelque chose. Première observation. Deuxième observation, je ne dirais pas que c'est un menteur, mais il dit des contre-vérités pour être plus respectueux. Il dit des contre-vérités parce que ce changement de constitution n'a jamais été inclusif. Il raconte n'importe quoi. C'est lui qui a fait nommer les députés, qui étaient d'abord en fin de mandat. Et c'est en fin de mandat que lui, Faure Gnassingbé, en collaboration avec son ami Alain Foka, je vous dis et je répète aujourd'hui, la constitution togolaise a été pilotée de bout en bout par Faure Gnassingbé et Alain Foka. Les Tchitchao Tchalim, les Adjourouvi, tout ça, ils n'ont eu que ça après. C'est Alain Foka et Faure Gnassingbé qui sont restés et qui ont concocté tout ça. Et aucun député n'avait le document jusqu'au jour où on est venu exposer le document à l'Assemblée nationale. Aucun député n'avait ce document. Même les ministres ne l'avaient pas. La seule ministre à qui ça a été remis, avec interdiction de le remettre à d'autres personnes, c'était Sandra Johnson. Donc, il y avait Faure, Alain Foka et Sandra Johnson qui avaient le document. Enfin, Sandra Johnson n'a pas participé, mais elle avait le document. Mais avec interdiction de le donner à qui que ce soit. Alors, au moment d'aller à l'Assemblée, le document a été remis aux Adjourouvi et le secrétaire exécutif du RPT, là, comment il s'appelle, Athiolé, et puis, comment on appelle, Tchalim. Donc, les députés que Faure cite comme
étant les représentants des Togolais qui ont participé à la modification constitutionnelle, n'en savent absolument rien. Donc, ils utilisent une phraséologie pour changer, en fait, le jeu de rôle en disant que oui, la modification constitutionnelle est inclusive, même si les Togolais n'ont pas été consultés, et lui-même il le dit, que les gens ont émis des préoccupations, que le peuple n'a pas été consulté, il n'y a pas eu de débat national, il en est conscient, mais il fallait le faire comme ça pour la continuité de l'État, pour qu'il n'y ait pas de rupture dans les institutions. Donc, premier mensonge. Donc ça, il va le servir à ceux qui n'ont pas suivi les événements. Nous avons tous suivi comment les choses sont passées. Il faut interpeller les députés, même ceux qui sont revenus. Ils vont vous dire qu'ils n'étaient au courant de rien. Et le document ne leur a jamais été remis. Ce qui fait que ce document est resté un document incomplet. Chaque jour que Dieu se lève, il change un article, il change un autre article. Quand il voit qu'il y a un article dedans qui n'arrange pas Faure Gnassingbé, qui donne des pouvoirs au président, il change le document. Vous avez vu que le document qui a été publié au journal officiel a été modifié après. Si ce document avait fait l'objet de débats entre les députés auraient pu relever les incongruités et les incompatibilités qui étaient dans ce document-là. C'était resté un document secret jusqu'à son adoption. Et une fois que ça a été adopté, même copie n'a pas été remise aux députés. Alors, où est-ce qu'il y a l'inclusivité dans cette histoire-là? Et il nous dit oui, que maintenant, ma fonction a changé. Maintenant, le centre du pouvoir, c'est l'Assemblée nationale. Alors que c'est lui qui concentre tous les pouvoirs. Il humilie même les députés. Quand il va à l'Assemblée nationale pour parler aux députés, on interdit aux députés même de faire rentrer des véhicules à l'Assemblée nationale. Quand les députés viennent pour le saluer, il est dépossédé de tout. Portable, sac à main, tout. À la réalité, c'est que dans ce jeu de rôle qu'il s'est attribué, il a aujourd'hui plus de pouvoir qu'il en avait même hier. Il a plus de pouvoir aujourd'hui qu'il en avait hier. Donc, voilà un premier mensonge qu'il essaye de servir pour essayer de mélanger les esprits de ceux qui souffrent d'obésité intellectuelle. On a suivi les événements de bout en bout. Première vidéo. Deuxième vidéo. Ce que je vous dois comme président du Conseil, la sécurité, l'unité et l'avenir. Ce que je vous dois comme président du Conseil, la sécurité, l'unité et l'avenir. Pause. Mes chers compatriotes. Ouais. Voilà ce qu'il dit. Il dit, ce que je vous dois en tant que président du Conseil, c'est la sécurité. Qu'est-ce qu'il a encore dit? Comme président du Conseil, ouais. La sécurité, l'unité et l'avenir. Point. Voilà, on s'arrête là-bas. Sécurité. Ce que lui nous doit, c'est la sécurité, c'est l'unité et l'avenir. Voilà un mec qui se promène à Lomé avec des véhicules de guerre. On chasse les gens dans toutes les rues quand il veut passer. Il y a même un hélicoptère qui est en haut, qui surveille son cortège quand il veut passer. C'est-à-dire, à chaque passage de Faure Gnassingbé dans une rue de Lomé, c'est la terreur. C'est comme dans les rues de Bagdad, quand il y avait les Américains. C'est-à-dire, quand Faure, lui, il sort dans une rue de Lomé, on doit bloquer toute la rue. On doit dégager tout le monde. Personne ne doit sortir. Il utilise toutes les armes de guerre dans son convoi et il met l'hélicoptère en haut pour le protéger. Et il dit, il nous doit la sécurité. Alors que tous les jours, quand il passe dans les rues de Lomé, il fait le désordre. Il dit, il nous doit l'unité. Il dit, il nous doit l'unité. Il est incapable de faire l'unité dans sa propre famille, puisque son frère est en prison depuis 17 ans. Dans sa propre famille, il est incapable de faire l'unité dans sa propre famille, parce que son propre frère est en prison depuis 17 ans. Parce que Madame Nyakadé est en prison.
elle lui a fait un enfant. Elle est en prison pour des histoires inventées. Et il parle d'unité. Il parle d'avenir. Voilà quelqu'un qui a fait 20 ans au pouvoir. Ça n'a rien, pratiquement pas fait grand-chose. On va revenir tout à l'heure sur les détails. Et il nous parle d'avenir. Il a fait 20 ans au pouvoir. Il vient, il dit, ce que je vous dois, c'est la sécurité, c'est l'unité, c'est l'avenir. Mais dès qu'il y a des Togolais quelque part qui veulent revendiquer leurs droits, on amène les soldats pour les frapper. Dès que des Togolais se réveillent quelque part pour demander de l'eau, on envoie les soldats pour les frapper. Il investit dans la sécurité pour lui-même. Quand Ford fait creuser les tranchées à la frontière du Ghana, jusque vers le Bassar là-bas, les gens disent même qu'il pose des mines. Je n'en sais rien. C'est pour sa propre sécurité. Quand Ford achète les armes, c'est pour sa sécurité. C'est pas pour la sécurité des Togolais. Puisque les Togolais, tous les jours, ils vivent dans l'insécurité. Le fait même que les Togolais se lèvent le matin et qu'ils ne mangent pas le soir, c'est une insécurité. L'insécurité alimentaire, c'est une insécurité. L'insécurité médicale, c'est une insécurité. Le manque d'hôpitaux, c'est une insécurité. Le manque de routes où les gens font les accidents tous les jours, c'est une insécurité. Le manque d'eau sur l'ensemble du territoire, c'est une insécurité. Le manque d'un salaire décent pour les fonctionnaires, c'est une insécurité. Le manque de bourse pour les étudiants, c'est une insécurité. C'est ça la réalité. Donc, on ne te demande rien. On n'a pas un avenir avec toi. Toi, c'est le passé. On n'a pas d'avenir avec toi parce que tu ne peux rien faire. Tu as fait 20 ans. Quand tu étais encore très jeune, tu avais la force pour travailler. Tu n'as pas pu faire grand-chose. Ce n'est pas d'ici quelques jours, tu auras 60 ans et que tu parais très fatigué que tu vas faire quelque chose. On continue. Mes chers compatriotes, protéger, c'est la première responsabilité d'un État. Et c'est la première mission que je me donne et que je donne à mon gouvernement pour 2026. Protéger, c'est bien sûr d'abord garantir la sécurité, celle de nos familles, de nos villages et de notre territoire. Point. Dans une région... Comment est-ce qu'on peut garantir la sécurité des familles, des populations et des villages? Quand vous vous levez un matin, vous prenez les catapillars, vous détruisez les petits étalages des gens qui vendent dans les quartiers et vous les poussez dans la précarité. Comment vous pouvez garantir la sécurité des familles? Quand vous vous levez le matin, vous prenez des catapillars, vous détruisez tous les petits étalages des gens. Les gens que vous avez cassés, tout ce que vous avez cassé d'Agoué, Hanoukope, jusqu'au niveau de Ebe, Adakpamela. Vous avez commencé votre projet. En fin d'année là, tous les conteneurs, tous ceux qui vendaient à la sauvette que vous avez dégagé là, vous les avez poussés dans la précarité. TP3, tout ça, vous les avez poussés dans la précarité. Un dirigeant qui se soucie de sa famille, des populations et des villages, il prend des dispositions pour protéger les siens. Il ne vient pas dans les discours raconter sa vie. Oui, mon devoir, c'est de vous protéger de ci, de ça, alors que tous les jours, tu prends des dispositions pour casser des trucs, pour arracher les terres aux gens sans dédommagement. Les 3000 personnes qui travaillent au port autonome de Lomé, comme docker, vous avez déjà réglé leurs problèmes, M. Fojassingwe? Vous avez déjà étudié leurs problèmes pour leur faire des salaires décents? Les gens qui sont dans les usines de Batopela, qui ont eu les mains tranchées, qui sont morts, qui sont exploités par les expatriés. Je ne vais pas donner le nom d'une nationalité pour qu'on dise que je suis xénophobe. Est-ce que vous avez pris ce problème à bras le corps pour demander à ce que, désormais, dans la zone franche, il y ait plus d'humanité, qu'il y ait plus de contrats pour les travailleurs? Ce sont des familles. Elles ont besoin d'être protégées. La responsabilité d'un État qui dit « je vais protéger les familles », c'est de faire en sorte que ceux qui travaillent puissent avoir un salaire décent et que leurs droits soient respectés. Ce n'est pas les discours que tu viens servir à la nation. On continue. Nos forces de défense et de sécurité agissent avec courage et bravoure. Elles protègent nos populations. Ouais.
et tiennent nos frontières. Point. Je veux ce soir. Point. Pause. D'accord. Une brèche pour les forces de sécurité. Les forces de sécurité, donc, nos soldats font un travail formidable pour protéger les frontières. Ils sont au front tous les jours. Ils se sacrifient pour la nation. Quand ils meurent, tu leur rends hommage. Quand les forces de sécurité qui sont au front et qui perdent leur vie pour la République, quand ils sont tués au front, vous leur rendez hommage. Ne serait-ce qu'amener un cercueil devant, je ne sais pas quoi, quelque part où on rend honneur aux gens avant de les enterrer. Il y a eu un jeune lieutenant qui est décédé au mois de novembre, très jeune, lieutenant. J'ai vu ça sur TikTok. Il a sauté sur une mine. Il a été enterré dans l'anonymat. Il y a plein d'autres qui meurent, qui sont enterrés dans l'anonymat. Même un simple cimetière militaire. Faure Gnassingbé, chef suprême des armées, ministre de la Défense, tu es incapable de mettre en place un cimetière militaire. Quand les soldats meurent au front, au moins ils sont morts pour la patrie, on les enterre là-bas et demain on leur rend honneur. Incapable de faire ça. Tu es chef suprême des armées, ministre de la Défense. Dans tous les pays qui nous entourent, il y a les cimetières militaires pour rendre honneur aux militaires. Les militaires, ce n'est pas seulement des gens qui sont là pour taper sur les civils, pour défendre toi ton pouvoir. Et après, à la fin de l'année, tu leur distribues 5 000, 10 000 avec des sacs de riz. Quand des gens, quand des familles acceptent que leurs enfants aillent dans l'armée et que les enfants meurent au front, il faut les enterrer au moins dignement pour rendre hommage aux familles. Tu n'es pas capable de construire un cimetière militaire pour pouvoir enterrer les militaires dans la dignité. Et tu viens nous dire que oui, ils sont là, ils défendent la patrie. Pour toi, ils sont juste des instruments que tu utilises. C'est les militaires togolais qui ne comprennent pas. Eux aussi, ils sont des serviteurs de Gnassingbé à vie. Ils sont là-bas, ils sont contents. Ils pensent que bon, l'armée, c'est une invention de Gnassingbé. Donc quand tu es dans l'armée, tu es un sujet bienveillant pour les Gnassingbé. Tu peux les servir à vie. Il y a plein de militaires qui meurent au front. On les enterre carrément dans l'anonymat. Tu ne leur rends pas hommage. Mais tu viens les citer dans un discours. On y va, technique. Leur rendre hommage, ainsi qu'à tous ceux qui, chaque jour, veillent sur notre stabilité. Mais je dois aussi vous dire ceci. On ne protège pas un pays seulement avec des armes. Point. On le protège en donnant à chacun une vie digne, en donnant une place à sa jeunesse, en évitant que la pauvreté, l'exclusion ou la colère ne deviennent des terreaux de la violence. Pause. On ne protège pas un pays seulement avec des armes, mais avec, qu'est-ce qu'il a raconté? Avec quoi? Je sais pas, qu'est-ce qu'il a raconté? Mais place à sa jeunesse, en évitant. On le protège en donnant à chacun une vie digne, en donnant une place à sa jeunesse, en évitant que la pauvreté, point, l'exclusion point. ou